Ok les gars, c'est parti pour l'actualité du jour. Donc avec l'image du jour, Macron, président de la République française, en train de fuir, en train d'aller se cacher au salon de l'agriculture. Bon, je pense que si vous allumez la télé et vous verrez dans les médias LCI, tout ça, voilà, les médias de propagande, voilà ces images-là, enfin pas ces images-là, mais voilà, que le sujet autour de l'agriculture. Et donc ça, c'est l'image du jour. Macron en train de s'enfuir. Ça fait, je pense, ça fait déjà le tour hein, des réseaux. Donc voilà où on en est avec pas mal de choses sur tout ça. Alors un mouvement de colère incontrôlable hein, dès l'ouverture du salon de l'agriculture. Donc comme vous le savez aujourd'hui, c'est le salon de l'agriculture. Tous les ans, on a voilà le salon de l'agriculture et le président qui, comme toujours, se présente au salon de l'agriculture. Énormément de gens, une foule, mais cette année, contrairement aux autres années, ou même bon, les années, l'année dernière, tout ça, ils étaient, enfin, Macron n'était pas spécialement le bienvenu, mais là, cette année, encore plus encore, là, cette fois, c'est la guerre, puisque Macron s'est attaqué justement à l'agriculture. Et depuis ces derniers jours, on a les agriculteurs qui manifestent en France, tout ça, et les agriculteurs de toute l'Europe, en Espagne, en Grèce, voilà, en Hollande, tout ça, qui manifestent. Ici, les médias de propagande qui essayent tant bien que mal de masquer un peu la réalité. Donc, ils font passer, voilà, enfin, ils montrent des images comme si tout allait bien, alors que dans la réalité, il y a des, voilà, c'est assez violent, ça se bouscule, ça, voilà, c'est un peu l'anarchie, on va dire, la guerre. Ils essayent de faire comme si tout allait bien, même s'ils montrent dans des images de violence sur LCI, tout ça, mais ils essayent de masquer un peu la réelle situation. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir aussi de l'eau sur le président? On va le remettre ici. Alors, ici, là, vous voyez que ils arrosent même le président avec des jets d'eau, tout ça. Donc, c'est assez chaotique au salon de l'agriculture. Regardez, ici, bah, Timothée Rodron, apparemment un jeune qui, maintenant, qui lui, est là à accuser le Front National. Bon, c'est du n'importe quoi. Olivier Delamarche qui dénonce ça. Si jeune et déjà si con. Bon, en tout cas, voilà, regardez les scènes de chaos ici. C'est un peu le bordel au salon de l'agriculture. C'est des images qu'on voit pas trop. Ce monsieur-là que vous voyez au milieu, on va le revoir juste après. Et ça fait craindre le pire. Ça fait craindre le pire. Vous voyez ici, les paysans encerclent la voiture d'exfiltration d'Emmanuel Macron. Donc voilà, les CRS qui débarquent, voilà, en grand nombre, tout ça. C'est le chaos total. Voilà où on en est en France. Les gilets jaunes, et voilà, enfin, des manifestations à tout va. Tous les 3-4 mois, on a des grosses manifestations. Enfin, voilà, en l'espace de quelques mois, à chaque fois, on a des nouvelles grosses manifestations. Donc, le Macron qui met la France dans un état, voilà, de chaos. Et c'est comme ça à peu près partout en Europe, hein, même si c'est de le cacher. Ici, on a Macron qui essaye de se démener autant que mal pour, voilà, il essaye voilà, d'endormir encore les Français avec ses paroles où on comprend rien, mais il essaye quand même voilà, de calmer la situation, tout ça. Il a en fait une feuille de route à suivre. C'est pas lui vraiment qui décide, hein. C'est Ursula von der Leyen au-dessus de lui là, la madame de l'Union européenne, voilà, cette caste corrompue, contrôlée, dirigée par les Américains. Ils ont une feuille de route et ils doivent s'en tenir. Et Macron est un agent et a été mis en place pour ça. Donc il fait son boulot. En tout cas, on voit que ça concerne, voilà, hein, c'est un sujet que la France entière, hein. Vous voyez que le peuple, tous les Français ici sont dans la rue, tout ça. Donc voilà, par rapport à ça, regardez, hein, dans le salon, c'est un peu le chaos ici. Regardez ça, ça se bouscule, les CRS font ce qu'ils peuvent pour essayer de calmer la situation. Le chaos total, hein. Aujourd'hui, voilà. Dehors, même en dehors du salon, dehors, vous voyez là, les tracteurs d'agriculteurs qui défilent et qui bloquent Paris, tout ça. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait plusieurs jours que c'est le cas. Et regardez justement ce monsieur que je vous disais. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Moi, ce que j'ai retenu, rendez-vous au JO. Donc ça promet déjà les Jeux Olympiques. Moi, je le craignais déjà, mais ça va être le chaos, hein. Les jeux, on va encore se couvrir de honte, certainement.
Donc voilà, il est très éveillé, hein. On n'en a rien à foutre des mesurettes à Macron. Encore une fois, il nous balade comme il a baladé les Français. C'est un danger, il faut qu'il sorte de là, qu'il démissionne. C'est un gouvernement de collabo à la solde des mondialistes. Vous voyez, on va pas crever comme ça. On va lui pourrir la vie. Rendez-vous aux JO. Donc vous voyez que, voilà, hein, les JO qui sont cet été, ça va être le chaos. Et il y aura beaucoup de manifestations. Enfin, j'ai déjà honte, déjà, même pour les touristes qui vont venir, ça va être un peu le bordel. Je sais pas, ça va être une mascarade, je pense. Bon. En tout cas, voilà, d'autres têtes de liste. Enfin, là, ici, on a l'UPR qui se présente. Voilà un parti que je soutiens, mais qui ne passera certainement jamais, tellement ils ont peu d'heures de temps d'écoute, d'heures voilà, à la télé, tout ça. François Asselineau et son parti, le Frexit, c'est la solution pour sortir de ce bordel. Mais bien sûr, il fait que 1% des voix ou 0,1%. Voilà, voilà. Il passera jamais, même si, voilà, moi, je vais le couvrir par, voilà, par solidarité, mais il est très peu visible et il fait très peu de vues. Certains préfèrent couvrir la cause des chats, des animaux ou d'autres causes, voilà, la cause des travailleurs, Nathalie Arthaud, je sais pas, enfin voilà. Mais le vrai parti, le vrai la chose en fait, c'est de sortir de l'Union européenne. C'est ça, l'OTAN, toutes ces choses corrompues. C'est ça le plus difficile. Bien sûr, on n'y arrivera pas, hein. C'est des fondations qui sont déjà très ancrées, très en place. Et on va continuer cette folie-là de l'Europe à tout prix, de l'Ukraine et de tout ça. Bon, en tout cas, François Asselineau lui-même qui dit que les pseudo-opposants, parce que le RN, là, le Front National, les Insoumis de Mélenchon, tout ça, c'est des partis à la solde du pouvoir. En fait, ils sont corrompus aussi. Nous, on dirait pas, on fait croire dans les médias que c'est des partis d'opposition qui sont là, voilà, à s'opposer, à combattre Macron. En fait, ils sont tous de la même bande, tous là à faire semblant qu'il y a des oppositions, mais en fait, voilà, ils sont tous là derrière. C'est tout ça, c'est une organisation. Et en fait, ils sont tous corrompus. Là, normalement, ces partis-là devraient lancer la procédure de destitution de Macron. Mais il n'en est rien, bien sûr. Ils se cachent. Voilà, quand c'est important et qu'il faut voter, il n'y a plus personne à l'Assemblée. Voilà, tous corrompus. Tous. Mais on fait croire qu'il y a des oppositions, tout ça. Donc voilà, il frappe ses agriculteurs qui les nourrissent. Regardez, même des gens qui viennent, voilà, qui sont pas contents, qui voudraient faire le salon de l'agriculture. Et voilà, surtout les CRS qui sont là à taper les agriculteurs. Vous voyez, alors que c'est eux qui nourrissent leur famille, tout ça. Bon, en tout cas, c'est le gros bordel. Macron, lui, dans le plus grand des calmes, bien sûr, a tenu son discours devant une caméra, tout ça. Il sait bien, voilà, hein, vous avez vu l'image, il s'est enfui, tout ça. Il a trouvé un endroit assez calme, il a tenu son discours. Voilà. Lui, il est habitué à ça. Il s'en contrefiche hein, de ce que le peuple français veut. Il continue en tout cas, voilà, les missions, voilà, ce qu'on lui a dit. En tout cas, la popularité de Macron, ici, on peut voir qu'elle est très faible. 7% et encore. Je pense qu'elle est à moins de ça. Apparemment, le dirigeant le plus... qui est le plus approuvé, c'est le dirigeant indien, Modi, qui semblerait-il, en tout cas d'après les sondages, est à peu près on va dire la popularité, voilà. Le président du Mexique aussi et le président suisse. Ensuite, à partir de là, bah c'est à 50% et moins. Donc Pologne, Brésil, voilà, ça descend. Et en Europe, c'est très faible, hein. En Europe, en Occident, Canada, Trudeau, que 35% et ça descend. Richie Sunak, Macron, le leader coréen, parce que la Corée s'est totalement soumis aux États-Unis. Et voilà. Et en Allemagne, encore pire. Scholz, il a encore moins, il y a encore moins de confiance. Le peuple allemand a encore moins confiance que nous en Macron. Vous voyez. Donc c'est une catastrophe. Mais ils sont solidement placés parce qu'ils contrôlent tout. Les médias, tout ça, ils contrôlent tout. Donc ça va en leur sens. Un jour, ça va imploser. J'espère, en tout cas. Donc en tout cas, et même ce monsieur prévient Macron, hein, je vous le dis, vous n'allez pas rester longtemps en place si vous continuez comme ça. Bon, malheureusement, c'est pas lui qui, enfin, il peut, même il menace, enfin, que Macron ne pourra pas rester en place. Malheureusement, Macron a tous les pouvoirs, enfin, il contrôle totalement la situation. Ils ont l'argent, ils ont la puissance pour contrôler et encore diriger. Et la force pour mettre en place après Macron, Édouard Philippe et toute la caste voilà, mais, corrompue derrière. Donc voilà, là on a un agriculteur qui dit que ça concerne l'humanité.
entière. C'est pas que la France, tout ça. Donc voilà, ça va au-delà hein, de la France, tout ce qui se passe. Il parle bien sûr de BlackRock, de tous ces élites-là corrompues qui, voilà, qui provoquent tout ce chaos-là. Et donc voilà. Et d'ailleurs, regardez cette casse corrompue là, l'OTAN, qui est une organisation militaire mise en place justement par l'Occident, là, cette casse corrompue. Donc cette OTAN justement a autorisé l'Ukraine à frapper des cibles à l'intérieur de la Russie avec des avions à réaction F-16 qui seront bientôt livrés, déclare le chef de l'OTAN dans une interview accordée aujourd'hui. Donc l'OTAN est en train d'autoriser des frappes en Russie. Vous voyez? Donc Poutine, on rappelle hein, que Poutine a prévenu que si les F-16 américains frappaient la Russie, l'Ukraine pourrait ne plus être la seule cible de la Russie. Et la Russie pourrait s'en prendre justement à d'autres États occidentaux, peut-être européens. Et donc la France, nous-mêmes, on pourrait être frappé par la Russie. Donc voilà, une escalade des tensions. Il faut absolument en terminer avec cette caste. Il va falloir une révolution. J'espère qu'un jour les Français se réveilleront. En tout cas, on verra. Donc voilà, dans l'actualité française, européenne, on va passer bien sûr rapidement à l'actualité financière. Et c'est aux États-Unis que ça se passe. Et après, on va voir rapidement l'Asie. Et on va passer là aux crypto. Donc Nvidia qui dépasse brièvement les 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc c'est énorme. Ça place Nvidia. Si on le compare Nvidia par rapport à des États, Nvidia maintenant est plus puissant que par exemple la Russie, la Corée du Sud, l'Australie, l'Espagne. Voilà. Et Nvidia qui monte, hein, qui va dépasser le Mexique, le Canada en termes de puissance. Même la France, à terme, je pense que Nvidia peut tout dépasser là, au moins jusqu'à dépasser l'Allemagne. Bon, il va falloir doubler la capitalisation, mais c'est bien parti. En tout cas, je pense que dans les prochaines années, Nvidia peut dépasser voilà, quasiment tous les États en dehors de la Chine et des États-Unis qui sont loin devant. Voilà, ça, c'est des grosses puissances, la Chine et les États-Unis. Mais Nvidia qui se place au milieu là et qui est aussi puissant que la plupart des États en termes de capitalisation. Vous voyez donc, c'est énorme pour Nvidia. Nvidia, c'est une entreprise qui fabrique des cartes graphiques, des GPU. Qui vont servir de puissance de calcul pour les jeux vidéo, le graphisme, les jeux vidéo, tout ça. À la base, c'était leur premier business. Maintenant, c'est pour la puissance, pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle et l'IA générative. Vous voyez ? Donc là, c'est Nvidia qui alimente l'intelligence artificielle, qui est le nouvel Eldorado en investissement. C'est pour ça que Nvidia est mon plus gros bac et je vais clairement renforcer cette position Nvidia et d'autres entreprises liées à l'intelligence artificielle. Donc ça alimente et ça a fait exploser la bourse américaine cette semaine-là. Il faut savoir aussi que Nvidia, parce que là, aujourd'hui, on est sur l'intelligence artificielle, mais demain, c'est la robotique, les véhicules autonomes, tout ça. Et justement, ici, on a, par exemple, Jeff Bezos et Nvidia. Donc, Jeff Bezos, c'est l'ancien patron de Amazon, qui est multimilliardaire et qui vend beaucoup pour l'instant, qui est en train de revendre ses actions Amazon pour récupérer du cash en milliards. Et lui et l'entreprise Nvidia qui investissent dans la startup de robots Figure IA. Donc l'entreprise Figure IA qui développe un robot, vous voyez, un robot intelligent. Et donc voilà, selon Bloomberg, Figure IA a levé 675 millions. Et donc voilà, les robots arrivent. Hein. Vous avez aussi Elon Musk qui a, là on va le taper d'ailleurs, Elon Musk, qui a félicité là, il y a quelques heures, voilà, regardez son robot là, Optimus, voilà, vous voyez, et Optimus qui se balade dans les labos, en tout cas de Tesla, qui est développé, donc Figure IA aussi, une autre entreprise qui développe son robot, donc les robots arrivent, hein. C'est bientôt, donc je vous invite tous à faire des recherches par rapport aux robots, comment ils sont alimentés, tout ça, vous voyez, et peut-être à investir justement peut-être soit sur Tesla, soit sur des entreprises qui vont alimenter ces robots-là. Donc Nvidia, donc justement Nvidia qui a investi, donc ça peut être une solution Nvidia, ou des entreprises comme ARM qui développent les puces qui vont alimenter ces robots-là. Et donc voilà, donc à vous, à chacun de faire ses recherches. Mais ces robots-là vont être lancés sur les marchés pour aider les humains, tout ça, et ça va apporter de la valeur.
Et donc, si ça apporte de la valeur, ça va apporter des bénéfices. Il faut investir dans ces entreprises qui vont aider à apporter cette valeur et qui vont vous donner des bénéfices. Vous voyez? Donc, en dehors de la cryptographie, de la crypto, il y a d'autres sources pour vous faire créer des bénéfices et croître, en tout cas, vous faire croître vos investissements. Vous voyez? Donc, voilà par rapport à ça. En tout cas, félicitations ici à Brian Higgins. Donc, lui, je sais pas, justement, on va aller voir c'est qui. Brian Higgins, on va... Higgins, voilà. Ce monsieur, on va aller voir dans les images. Donc, cette personne-là, Brian Higgins, donc c'est un membre du Congrès qui, voilà, depuis 2020, les politiciens américains ont battu le marché. Donc, certains, ici, en fait, de manière générale, on nous dit que on ne peut pas battre le S&P 500, qui est l'indice phare américain, qui fait aux alentours des 20%, même des fois 30% par an, en tout cas de rendement. Donc, c'est même pas un x2. À 50%, vous êtes à x2. Mais la plupart des analyses nous disent que, allez, il faut tenter de battre le SP500. Vous voyez? Que c'est extrêmement difficile. Et que même les meilleurs investisseurs de l'histoire, comme Warren Buffett, n'arrivent pas à battre le SP500. Bah là, on voit que la plupart, ici, regardez, le SP500, c'est en jaune ici, là. Et SPY, qui a fait 24% cette année, le SP500, l'indice phare américain. C'est l'indice global, c'est l'indice de référence. Le monde entier se base sur l'indice américain. C'est la moyenne. Le SP500 compose 500 actions américaines. Et ça fait une moyenne. Et la moyenne, ça a été de 24% de rendement cette année. Si on prend la moyenne des 500 meilleures entreprises américaines. Mais là, vous voyez que la plupart des membres du Congrès font au-dessus des politiciens américains. Et la palme revient à Brian Higgins, qui a fait 238% de rendement. Donc, à une sorte de x4, x5 sur ses investissements. Donc, vous voyez que ici, voilà, hein, certainement qu'il a investi sur des entreprises comme Nvidia. Il a dû investir sur des entreprises qui sont liées à l'intelligence artificielle parce que c'est ça qui a surperformé les marchés. Mais vous voyez que c'est ce narratif que c'est dur de battre le SP500. Moi, j'y crois pas trop. C'est pour ça que moi, je fais du stock picking. J'investis sur des actions que moi-même, je vais sélectionner individuellement plutôt que les ETF, voilà, des paniers d'actions. Moi-même, je vais sélectionner moi-même des actions. Par contre, ça demande une recherche approfondie. Vous voyez que vous pouvez surperformer à mesure que vous faites vos propres recherches. Donc, il y a moyen de surperformer ces actions-là. Et pas de prendre des paniers d'actions parce qu'on ne sait pas trop qui va surperformer le SP500. On a des données, on a voilà, des choses qui nous montrent qu'on peut surperformer le SP500 ou des indices ou des paniers d'actions. Ici, là, c'est la preuve. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, de manière générale, vous savez que là c'est une question par rapport au taux, l'inflation. Les investisseurs ont les yeux tournés vers les taux d'intérêt qui jugulent l'inflation. Et là, vous le savez que les taux sont très élevés. Là, on est aux alentours des 4-5% de taux d'intérêt pour freiner l'inflation qui est à 3%. Et la Banque centrale américaine veut ramener les taux à 2%. Les banques centrales, les banquiers centraux mondiaux veulent ramener l'inflation à 2%, l'objectif de 2%. Et donc, pour l'instant, les taux sont très élevés et ça casse la croissance. Et justement, ça casse le fait de faire des crédits pour les maisons, tout ça. Et donc, vu qu'il y a plutôt trop de crédits, l'offre diminue. Vous voyez? Donc, et là, les prix chutent. Et donc, les maisons individuelles, là, rentrent dans une crise historique. Regardez les ventes de maisons qui chutent complètement. Vous voyez? Là, en ce moment, il n'y a plus trop de consommation. Les taux sont trop élevés. En ce moment, la consommation mondiale est en train de diminuer. Donc, les prix des maisons implosent et chutent complètement. C'est pareil ici pour les montres de luxe qui sont au plus bas. En ce moment, la consommation mondiale a chuté complètement, que ce soit pour les maisons, les voitures de sport, voilà, les supercars, les montres de luxe. Il y a une baisse totale, même pour les montres, le marché des montres de luxe, vous voyez. Donc voilà par rapport à ça. Ici, en Asie, regardez,
quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. Les actions japonaises qui sont à plus 40%, si on prend l'indice des actions japonaises, alors que le Japon ne fait plus de croissance. Vous voyez, mais par contre, les entreprises qui composent les actions au Japon explosent de plus 40% en moyenne. Alors que, vous voyez que dans le même temps, la Chine, qui est un État qui fonctionne ces dernières années, qui a une meilleure croissance que le Japon, qui est bien mieux dirigé que le Japon, bah, les actions en Chine, elles, chutent de moins 17%. Vous voyez, c'est quoi ce phénomène? Ce phénomène-là, c'est simplement l'impression monétaire. Au Japon, il y a une impression monétaire. Le Japon est en train de tricher. Le Japon est en déflation, donc a du mal à relancer sa croissance, mais ses actions explosent. Pourquoi? Parce que le Japon triche et fait de l'impression monétaire. Imprime, imprime, imprime. Et donc, bah, tout cet argent, ce surplus d'argent, et bien sûr, se retrouve sur les marchés et fléché en direction des marchés et récupéré par les investisseurs. Et en fait, tout cet argent est là pour soutenir les entreprises, on va dire. Et donc, c'est les investisseurs qui en profitent. Et là, regardez les actions qui explosent. Alors que la Chine, elle, qui est en difficulté aussi, qui a du mal à relancer son économie, elle ne relance pas la pression monétaire. Ils ont du mal à réimprimer de l'argent pour soutenir leur économie. Ils veulent pas trop pour ne pas d'évaluer le yuan, ils veulent rattraper le dollar. Le yuan cherche à rattraper le dollar. Et donc, les Chinois veulent éviter d'imprimer pour réaffaiblir le yuan. Et donc là, bah, les actions chinoises en pâtissent. Vous voyez? Et voilà la différence sur les marchés. Et donc, les actions chinoises qui chutent. Mais la Chine va devoir prendre des mesures et recommencer la triche aussi. Tout comme les Américains. Les Américains, là, pour l'instant, les Américains vont bientôt, plus tard, dans quelques mois, recommencer à imprimer de l'argent pour soutenir l'économie. Mais pour l'instant, ils doivent casser la croissance, vous voyez, pour freiner l'inflation. Et une fois qu'ils auront fait ça, ils vont recommencer à baisser les taux d'intérêt pour stimuler la croissance et recommencer à imprimer de l'argent. On n'y est pas, ça va prendre encore quelques mois, mais ils vont recommencer leur triche et leur Ponzi. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. En attendant, en Asie, vous voyez que pour la Chine, ça se passe mal, mais il y a un autre secteur qui est un Eldorado, même pour les Américains, tout ça, les grandes entreprises américaines, c'est le marché boursier indien, bientôt à 10 000 milliards. Vous voyez, il devrait doubler d'ici 2030. Il ne représente aujourd'hui que 2% des indices mondiaux, mais les rendements annuels de 10% qu'il génère depuis 20 ans aiguisent les appétits. Donc, en général, on a 10%, voire plus, pour de croissance là pour la bourse. Donc c'est à peu près même autant ou voire un peu moins peut-être que les indices américains, mais ça progresse pas mal en Inde. Et l'Inde est le pays qui va connaître le plus de croissance au niveau mondial. Vous voyez, devant la Chine, devant les autres pays. Donc l'Inde a surveillé de très près. Et les investisseurs déjà, surtout américains, tout ça, aux États-Unis, ont un œil sur le marché indien. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, les marchés, enfin la crypto, ici, le marché est vert. Là, le Bitcoin qui stagne, qui est vraiment depuis un mois, presque un mois, on va dire. En fait, depuis un mois, c'est remonté. Et là, depuis au moins 2 semaines, ça range. Il y a une grosse bataille aux alentours des 51-52K. Ça, c'est de bon augure. Ça veut dire que de manière générale, on devrait voilà, avoir une hausse à l'horizon. On va aller sur les cours dans un instant, juste pour vous montrer que ici, que celui qui vient d'acheter 26 139 bitcoins se dénonce, soit près de 1,3 milliard de dollars en dollars de bitcoin. Vous voyez, donc il y a quelqu'un qui a fait un gros achat. Ici, vous avez la preuve ici là de cet achat. Une grosse baleine qui a acheté pour plus d'1 milliard. C'est énorme. Ouais, une personne ou entité, une personne, enfin une baleine en tout cas, une entreprise, enfin on ne sait pas, mais a envoyé 1,3 milliard de dollars en bitcoin sans que quelconque tiers de confiance. Voilà, en quelques instants, au début d'un week-end, au début du week-end, le tout pour 2 dollars de frais. Voilà, on peut maintenant s'accaparer 1 milliard de bitcoin pour 2 dollars de frais. Ça, vous pouvez trouver ça que sur la blockchain. Ça, c'est impossible sur la finance traditionnelle. Vous voyez, des frais aussi peu avec, en dépassant comme ça, en acquérant 1 milliard. Vous voyez. Donc, il a envoyé, en tout cas, je ne sais pas qui a envoyé ça, ou c'est accaparé, ou a acheté tous ces bitcoins pour 1 milliard.
voyez? Donc, en tout cas, énormément de mouvements. Et ça va partir dans le sens d'un Bitcoin du prix du Bitcoin qui va certainement s'apprécier dans les prochains jours. C'est pour ça que j'ai titré la vidéo Patience. On a aussi d'autres énormes entreprises ou voilà, comme Reddit. Donc Reddit, c'est un forum de discussion très très connu aux États-Unis. En Europe, on n'a pas trop ce type de forum comme ça. Mais là-bas, c'est un forum de discussion, voilà, sur l'actualité en général. Ça peut être pour la finance, sur n'importe quelle actualité. C'est très connu hein, aux États-Unis. Là, quand on veut débattre ou aller parler d'actualité, on va sur Reddit. Et Reddit, qui est une entreprise, hein, derrière, il y a une entreprise derrière qui gère ça, a investi son capital dans Bitcoin et Ethereum. Et apparemment aussi sur le Matic, Polygon. Donc Reddit qui se diversifie, l'entreprise qui se diversifie sur la crypto. Donc c'est une entreprise qui est très très connue. Et donc regardez, Reddit qui, je rappelle, qui vient de faire une demande pour une introduction en bourse sur les marchés américains. Donc Reddit, l'entreprise Reddit va s'introduire en bourse. Vous voyez? Et donc, ici, on peut voir qu'ils ont acheté du Bitcoin, tout ça. Enfin, qui détiennent du Bitcoin. Ils sont, en fait, quand une entreprise se place en bourse, ils sont obligés de se mettre à nu et d'être publics et de dévoiler tous leurs avoirs. Et là, en l'occurrence, ils ont des avoirs en Bitcoin. Ils sont obligés maintenant de déclarer tout ça. Qu'est-ce qu'ils possèdent, tout ça. Pour que ce soit très transparent auprès des investisseurs qui voudraient investir sur leur entreprise. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant sur les cours du Bitcoin, vous voyez, on va s'attarder sur ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est pour ça que je dis patience. C'est que le Bitcoin là est dans un range depuis au moins 2 semaines. Mais il semblerait qu'on va pas tarder à casser ça. Ou en tout cas, on y est très proche. Vous voyez? Donc ça arrive. Ça arrive. Maintenant, vous voyez que voilà, beaucoup font des charts, des choses comme ça pour expliquer voilà, où on en est. On n'est plus très loin en fait ici. Vous voyez, on s'est approché de la baisse, mais on est dans une sorte de range. Mais voilà, ça va monter et ça risque de casser par la hausse. Donc on verra ça. Il y a beaucoup de liquidations, des choses comme ça. Voilà, on va pas s'attarder non plus. Maintenant, sur le moyen long terme, on a cassé. Si on regarde le prix, on forme une sorte de bullish mégaphone. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est une pattern très connue dans le trading. Et là, on y est. On ferme une bullish mégaphone. Et là, on a rebondi sur ça. On devrait maintenant rebondir et aller chercher les 60K à terme. Hein. Donc, c'est très bullish. Je ne sais pas si on va le faire, mais normalement, ça sent très bon. Maintenant, si on regarde les Fibonacci, les choses comme ça, le chemin est dessiné. On va rebondir sur les 50K pour aller chercher peut-être maintenant les 60-70K à terme. Après, je ne sais pas de quoi sera fait la suite. Maintenant, il faut de la force, c'est vrai, il faut de l'élan. Mais les nouvelles qu'on a eues là, Reddit ou les baleines qui achètent et les ETF qui sont de plus en plus accumulés, prêtent à ce qu'on aille chercher au moins les 60K. On verra pour la suite, mais maintenant, ça, c'est ce que ça nous montre. Maintenant, sur le moyen long terme, voilà, hein, on est dans une phase, comme d'hab, parabolique. Voilà, comme d'habitude, c'est comme les fois précédentes. À chaque fois, on est sur le même chemin et on devrait être dans cette phase parabolique. Même après le halving, on va continuer à monter. Donc ça bouge pas. Vous voyez? Donc, regardez. On va être dans cette trend, ce trend vert là de bull market jusqu'à mi ou fin 2025 avant de corriger. On connaît, c'est pas voilà, c'est pas une surprise. Voilà. On a même eu des propos bullish de Donald Trump hein, qui a exprimé son soutien envers le Bitcoin, affirmant qu'il pouvait vivre avec d'une manière ou d'une autre. Donc Donald Trump ici là dans une interview ici regardez hein, où il y a une foule hein. Vous voyez que Donald Trump qui est en meeting hein, en campagne pour son élection, il y a les élections très importantes hein, les élections US en novembre 2024 qui sont
Ce narratif-là, ça va être l'un des narratifs les plus puissants. Ça arrive, ça c'est extrêmement important hein, pour le monde entier, pour la guerre en Ukraine, pour tout, pour les cryptos, pour la suite du monde, hein, parce que c'est les États-Unis qui lead le monde. Donald Trump est bien parti hein, face à Biden qui est de plus en plus faible. Donc là, regardez, là, on veut pas trop montrer ces images sur les médias traditionnels. Donald Trump remplit les stades, remplit, voilà, est extrêmement adulé. Ça, on veut pas trop le montrer. Donc là, encore dans son meeting hier où il a eu une interview, vous voyez que les salles sont combles. Et il a déclaré, voilà, de plus en plus de personnes souhaitent payer en Bitcoin. Il se passe quelque chose d'intéressant. Ça, c'est les propos de Donald Trump. Il a dit que même s'il aime le dollar, il n'est pas contre vivre avec le Bitcoin qui semble être adopté. Vous voyez, lui-même, il le sait. Hein, il sait très bien. Il a étudié le Bitcoin, c'est un milliardaire, hein, c'est un homme d'affaires, il sait très bien ce qu'est le Bitcoin, il sait que ça répond à ce système monétaire très, très mal fait, ce Ponzi là, il sait très bien que le Bitcoin est la solution à tout ça, vous voyez. Et donc il n'est pas contre. Et là, voilà, à côté d'un autre sénateur, je crois, très adulé aussi. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, voilà. Il n'est pas contre le Bitcoin. C'est ce qu'il faut retenir de Donald Trump. Qui va faire face peut-être à Joe Biden. Et encore, c'est pas sûr. Regardez Biden qui, regardez hein, dans ses gestes, on dirait qu'il est totalement dépassé. Regardez, il a l'air, voilà, il est très lent, on voit qu'il est très sénile. Vous voyez? Donc il y a plusieurs images de lui. Il a encore failli trébucher en montant les marches pour monter dans l'avion, tout ça il n'y a pas longtemps. Enfin, il est en perdition. Et c'est l'adversaire de Donald Trump. Donc ça montre, apparemment il n'y a personne hein, dans le camp démocrate. Ils n'ont personne d'autre. Donc il y a beaucoup de spéculations. Voilà, mais on dirait que dans le camp démocrate, il n'y a personne pour remplacer Joe Biden. Donc on verra ça. Maintenant, on a parlé du Bitcoin, Ethereum aussi. Donc Ethereum qui pourrait être sur le devant de la scène maintenant et qui pourrait faire un x13 d'ici le prochain bull run ici et aller au 12. Là, le prix, c'est aux alentours des 2000 dollars, 2000, 3000. Mais ça pourrait aller même à 10 000, voire 12 000 dollars à terme. Hein. Mais Ethereum peut le faire si ça repart en bull run. Ici, on verra ça. Mais Ethereum qui, avec les spéculations sur les ETF, les trackers de Ethereum qui vont être alimentés de plus en plus après ceux du Bitcoin, on peut avoir une, comment dire, une course à l'avant, on va dire, de l'écosystème Ethereum. C'est-à-dire l'écosystème, c'est-à-dire Ethereum et tous les protocoles de l'écosystème Ethereum, du réseau Ethereum, comme Uniswap qui a explosé là. Voilà, le jeton Uniswap qui est... Uniswap, c'est un DEX, un exchange décentralisé sur le réseau Ethereum. C'est-à-dire que les exchanges dans le milieu de la crypto, c'est des plateformes qui vous permettent d'échanger des cryptos. Et bah, ça s'appelle des exchanges. Et bah, sur la blockchain, c'est des exchanges décentralisés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger vos cryptos, mais de manière décentralisée sur la blockchain. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'entité derrière qui vont contrôler vos transactions. Ça se fait de manière automatique sur la blockchain. De manière décentralisée. Uniswap est un exchange qui vous permet, c'est un protocole, un service qui vous permet d'échanger vos cryptos. Et c'est le plus connu. C'est un énorme protocole, l'un des plus connus. Et là, ça a bondi de 50%, voire jusqu'à même 65%. Voilà. Parce qu'ils sont en train de refaire... ils ont fait une proposition de refonte du système de gouvernance du protocole. Donc, cette mise à niveau récompenserait les détenteurs d'Uniswap qui ont mis en jeu... voilà. En fait, voilà, ils ont fait une refonte par rapport au stacking, tout ça. Enfin, voilà. Ils ont revu ça, leur manière de récompenser. Et ça fait exploser le projet Uniswap et donc le token, le jeton qui est derrière le projet qui a explosé de plus 50%, voire plus 60%. Donc voilà, ça va dans le sens du narratif de tout l'écosystème Ethereum qui va repartir de l'avant. Et là, regardez, suite à l'annonce sur Uni, c'est toute la DeFi, donc toute la finance, mais décentralisée, qui a explosé. Donc tous les projets qui sont sur la finance décentralisée, donc DYDX, Compound, SNX, voilà, tout ça c'est des projets de la finance décentralisée, donc dans la blockchain, qui ont explosé en rendement. Vous voyez ?
Et là, vous avez aussi d'autres réseaux. Là, ici, Polygon Matic, qui est un réseau, qui est une deuxième, qui est une couche sur le réseau Ethereum. Donc, c'est une couche de niveau 2. Ethereum, c'est une couche de niveau 1, si vous voulez. C'est une plateforme qui va vous permettre d'accueillir des services. Et là, vous avez Polygon, qui est une deuxième couche qui vient qui veut épauler Ethereum, désengorger le réseau Ethereum, parce que Ethereum, c'est une ancienne blockchain qui est très lente, avec des gros frais. Bah, Polygon va venir, c'est un deuxième réseau qui va venir désengorger Ethereum pour permettre de scaler, d'apporter des transactions plus rapides avec des frais plus faibles. Et là, Polygon, ici, connaît dans son réseau un regain, on va dire en termes de volume de transactions, tout ça. Et le réseau, ici, on le voit, qui est très actif, qui explose. Donc, on voit que peut-être l'écosystème Ethereum est en train de repartir de l'avant. Et ça peut, voilà, toutes les layers d'Ethereum, les couches 2 qui viennent aider. Parce que Polygon n'est pas le seul réseau qui vient à scaler, à apporter plus de vitesse au réseau Ethereum. Vous avez d'autres réseaux comme Optimism, Arbitrum, tout ça. Tout ça, il faut connaître. Et tout ça, on dirait que c'est en train de repartir. Donc, n'oubliez pas ce narratif-là. Et que ça permet au réseau Ethereum, voilà. Vous avez d'autres réseaux comme Avalanche qui est très connu, d'autres réseaux blockchain qui sont EVM compatibles, donc liés un peu à un peu plus ou moins de près ou de loin, comme Ethereum. Mais Ethereum, là, Avalanche a une panne sur son réseau. Donc c'est un autre réseau qui est distinct, hein, cette fois d'Ethereum, mais qui est EVM compatible. C'est-à-dire que Avalanche peut, dans son réseau, proposer les mêmes projets que le réseau Ethereum, si vous voulez, pour vulgariser. Mais le réseau Avalanche, lui, qui fonctionne avec un autre mécanisme, a connu une panne. Donc jusqu'à maintenant, c'était Solana, une autre blockchain, qui connaissait souvent des pannes de réseau. Là, on a aussi Avalanche, un autre outsider, une autre plateforme, une autre blockchain outsider qui a connu une panne. Bon, c'est pas très grave. Là, pour l'instant, on n'est pas encore à l'heure de l'adoption massive, mais c'est très dangereux. Parce que si Avalanche vient à avoir des millions d'utilisateurs sur son réseau, voire des milliards, comme ce que vise Solana et Ethereum, ça pourrait poser problème. Si des milliards de personnes venaient à utiliser la blockchain Avalanche pour les services, les différents services de demain, on va dire. Vous voyez? Donc ça, attention Avalanche, j'ai envie de dire. Maintenant, là, vous avez le cours des altcoins. Donc les altcoins, c'est toutes les cryptos en dehors de Bitcoin. Là, vous avez une moyenne. Donc même là, on englobe. Hein. Là, c'est même Ethereum, Avalanche, Solana. Ça, c'est le cours global de tous les altcoins. Même les protocoles, hein, Uniswap, tout ça. Et bah, vous voyez que ça a l'air d'être bon signe. On voit que même au niveau du RSI en bas, on est en train de repartir vers la hausse. Donc ça sent bon pour les altcoins. Donc toutes les cryptos en dehors d'Ethereum, mais même pour Bitcoin. Hein. Toutes les cryptos en dehors du Bitcoin, même pour Bitcoin, il semblerait que tout va partir à la hausse dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc ça sent très bon. On l'a vu tout à l'heure sur le cours du Bitcoin. Là, on voit que pour les altcoins, toutes les cryptos en dehors du Bitcoin, que ça a l'air de partir vers la hausse. Donc voilà par rapport à tout ça. Ici, on a deux influenceurs crypto. Ici, en l'occurrence, Brian... comment il s'appelle? Brian Armstrong, un YouTuber américain à gauche ici. Et vous avez à droite quelqu'un qui a créé des meme coins, un influenceur qui crée des crypto-blagues, on va dire, pour la spéculation, pour tenter de se faire beaucoup d'argent. Bah là, il y a eu un buzz autour d'eux. Ils se sont affrontés en duel ici, là. Vous voyez? Ça avait l'air d'être plutôt sérieux, en tout cas. Et là, c'est un combat voilà, qui a eu lieu à Dubaï. Karaté Combat est à Dubaï. Donc, Karaté Combat, c'est l'influenceur qui a créé un meme coin. Et ici, vous voyez que c'était à Dubaï le 20 avril. Et là, le combat a eu lieu apparemment. Donc, attendez ici. Vous voyez, bon, ils savent pas trop se battre, mais ça avait l'air d'être plutôt sérieux. Bon, c'est un fait divers, hein, c'est une petite actualité. Mais on voit qu'au niveau des coups, ça avait l'air d'être plutôt sérieux entre les deux. Hein. Ils ont réglé ça dans l'arène, apparemment. Donc, comme ces deux influenceurs crypto, bon, c'est pas très important, mais juste, voilà. Et apparemment, c'est Crypto BitBoy, qui est un célèbre influenceur crypto aux États-Unis,
qui est dans la polémique un peu là, parce que bon, il tente de se faire beaucoup d'argent, tout ça. Apparemment, c'est lui qui a gagné, en tout cas, bon. C'est un fait divers sur la crypto, mais ça a apparemment été... On va dire que apparemment, c'est un peu controversé. Apparemment, c'est peut-être l'autre karaté combat qui devait gagner ce combat. Mais bon, ils ont donné la victoire à BitBoy Crypto. Bon, on ne saura jamais. En tout cas, apparemment, c'est lui qui a gagné. Bon, voilà, c'est une petite actualité. Donc voilà pour la vidéo 12 jours. Les top crypto dans la tendance, pour ceux qui sont à fond là, sur la... Enfin, pour la communauté qui est à fond sur la crypto, Starknet, la layer 2. Voilà une autre, comme Polygon Matic, Starknet qui fait la une des tendances crypto. Là, c'est notre layer 2. C'est notre couche 2 d'Ethereum c'est un autre projet qui vise à aider le réseau Ethereum désengorgé. Mais là, Starknet a la particularité d'avoir la meilleure technologie apparemment pour Ethereum, pour venir aider Ethereum pour la sécurité, tout ça. C'est la technologie Stark. C'est une technologie qui est apparemment très avancée et qui dépasse même les technologies de Polygon, Matic, tout ça. Donc Starknet qui fait la une. Donc c'est peut-être un gros pari à jouer, hein, Starknet. Ensuite, vous avez Jasmicon. C'est un projet qui, on va dire, parodie, on va dire, le Bitcoin. C'est le Bitcoin japonais, apparemment, qui fait énormément de buzz et qui est apparemment très... qui fait le buzz au Japon, qui est très adulé au Japon. Et voilà. Et ensuite, vous avez Ego avant Uniswap. Donc, Uniswap qui est en 4e position. On a vu hein, que Uniswap a refait, on va dire, son mécanisme pour récompenser. Donc, Uniswap 4e. Ego, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un nouveau projet, un énième projet. Apparemment, ça alliait l'intelligence artificielle et l'art, apparemment. Donc, l'IA et l'art. Je ne sais pas trop, avec une plateforme qui s'appelle Passenger, qui va voilà, aider. Donc, quels problèmes Passenger résout-il des solutions qui surpassent les capacités des concurrents du Web 2. Bon. En tout cas, c'est un nouveau réseau qui lie l'intelligence artificielle à l'art. Bon, on ne sait pas trop, mais en tout cas, là, c'est l'Eldorado pour les projets IA. Tout le monde se tourne vers l'IA. On verra plus tard si ce projet sera fort ou pas. En tout cas, voilà par rapport à tout ça, Ego. Et donc, voilà les top crypto dans la tendance, on va dire. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo. On reste connecté pour d'autres actualités sur la finance et la blockchain. Donc, en tout cas, mon résumé de cette vidéo par rapport à ce qui s'est passé là au salon de l'agriculture, c'est que la France va continuer à être en déclin malheureusement. Malheureusement, Macron ne sera pas remplacé tout de suite. En tout cas, les paysans vont finir par se faire... pour moi, hein, c'est une vision très sombre, mais Macron et sa caste vont finir par dompter les paysans. Et voilà, avec en les endormissant, tout ça. L'Union européenne va continuer, vont intégrer l'Ukraine. Voilà, ils vont contrôler. Voilà, ils vont continuer à maîtriser la situation et à emmener la France dans un déclin. Parce que moi, je vous donne mon avis. Hein, et de ce que je vois, malheureusement, ça continue à être en déclin. François Asselineau, que je soutiens, et les autres, voilà, ils arriveront jamais. Ils n'arriveront pas, malheureusement. À se faire montrer ou à changer la situation. En tout cas, je vois pas ça dans les années qui arrivent. Et je pense que Édouard Philippe ou Gabriel Attal ou je sais pas vont prendre la place de Macron. C'est ce qu'on voit. Donc pour moi, la France va continuer dans son déclin, l'Europe aussi. Voilà. Et les États-Unis vont continuer à maîtriser l'Europe et à affaiblir l'Europe. Mais ils vont pas réussir à voir la Russie. Hein. La Russie contrôle va réussir. Et la Russie, certainement, va gagner la guerre en Ukraine, tout ça. Donc voilà, moi, ce que je vois dans la suite. Donc tout ce qui se passe, malheureusement, ça va continuer. Le déclin va continuer. Et dans les cryptos, pour moi, on va aller vers la hausse. Donc le Bitcoin... Peut-être pas dans les prochains jours, mais de manière générale, dans les prochaines semaines, prochains mois, on va continuer à monter et aller chercher l'ATH même du Bitcoin sans que voilà, ça fasse trop de bruit. Pour l'instant, on a vu que le Bitcoin se rapproche de son ATH, mais il n'y a personne qui s'y intéresse vraiment.
Et pour moi, on va continuer à monter tranquillement. Voilà, donc là, les cryptos, pour moi, vont continuer à s'apprécier. Plutôt que d'aller vers la baisse et de descendre en dessous des 40K. Donc voilà pour moi le résumé de cette vidéo. On se retrouve hein, dans d'autres actualités. Force à nous. Hein. Allez, à plus.